Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un coup de tonnerre dans la rentrée politique. Après un été caniculaire, signe pour beaucoup d'experts d'un nouveau cap dans le réchauffement, le gouvernement se trouve d'un coup extrait de la torpeur estivale par la démission fracassante de son ministre d'État, deuxième dans l'ordre protocolaire, Nicolas Hulot, le monsieur climat d'Emmanuel Macron. Sa caution environnementale, disaient les mauvaises langues, a annoncé tôt ce matin sur les ondes de France Inter ce que tout le monde, à commencer par le chef de l'État et son Premier ministre, ignorait. Pour la première fois, la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux, là? Oui, je suis sérieux. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière. Mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et le président de la République, lui, a réagi à son arrivée à Copenhague, où il entame une visite d'État. Écoutez Emmanuel Macron. C'est une décision personnelle qu'il a prise ce matin. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est, entre autres, un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je souhaite qu'elle n'enlève rien à son engagement. Et donc je souhaite pouvoir toujours compter sur celui-ci sous une autre forme, et là où il sera. Je pense qu'en 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. Plus qu'aucun autre. L'ambition de Nicolas Hulot en matière d'environnement survivra-t-elle au départ du ministre? La France va-t-elle continuer à vouloir rendre la planète great again, comme le disait Emmanuel Macron? Ou est-ce simplement la fin d'une supercherie? Pour y répondre, à mes côtés, Olga Givernet, députée La République En Marche de l'Ain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et également à nos côtés, Henri Landès, directeur général de la fondation Good Planet, maître de conférence à Sciences Po Paris. Brice Lalonde, ancien conseiller spécial au Pacte mondial des Nations Unies pour le développement durable, PNUD, et également ancien ministre de l'écologie ici en France. Merci d'être avec nous. Brice Lalonde, vous vous hochez la tête? Il manque des précisions? Pas du tout, ça s'appelait environnement à l'époque, mais c'était ça. L'environnement, oui, effectivement, ça a été l'écologie, l'environnement et la transition écologique. Et puis en duplex de Bruxelles avec nous, Karima Delli, eurodéputée du groupe Europe Écologie Les Verts. Bonjour, dans le passé vous-même, vous avez soutenu Nicolas Hulot, vous avez ensuite critiqué son action au sein du gouvernement. Que pensez-vous aujourd'hui de sa décision? Je pense que c'est une décision très sage. C'est un homme convaincu qui a l'honnêteté de dire qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour agir dans ce gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent aujourd'hui orphelins parce que Nicolas Hulot est un militant convaincu dans un gouvernement qui n'était pas écolo. Maintenant, il dit des phrases très, très dures ce matin. Il dit que la politique des petits pas ne suffit plus et il a raison. Parce que nous sommes dans une urgence climatique. Nous dansons sur un volcan. Désormais, il faut que l'écologie soit une cause majeure au niveau national comme au niveau européen. Cette décision, Olga Givernet, on imagine que vous la regrettez. Emmanuel Macron a réagi, on l'a entendu. Il s'en est expliqué, Nicolas Hulot, ce matin chez nos confrères de France Inter. Elle fait suite à la réunion hier à l'Élysée autour du président de la Fédération nationale des chasseurs et également d'un lobbyiste bien connu, Thierry Coste. Une rencontre qui, pour Nicolas Hulot, aurait été la goutte de trop. Est-ce que vous le comprenez, ça ? Alors c'est déjà effectivement le fait que nous regrettons sa décision qui a été annoncée de cette manière le matin, puisque nous avons tous appris la nouvelle en même temps. Il y a des situations des fois parfois difficiles, justement, lorsque nous sommes confrontés à des interlocuteurs, notamment au niveau des défenseurs d'intérêts qui ne sont pas d'accord et que nous devons défendre des positions. Il s'en expliquait ce matin. Je pense qu'il y a surtout besoin de rappeler toute l'action qui a été faite par Nicolas Hulot au gouvernement et par la majorité. C'est ce qu'ont fait tous les membres de la majorité
aujourd'hui, vous-même d'ailleurs sur Twitter, comme si Nicolas Hulot ne savait pas lui-même ce qu'il avait fait au gouvernement. Je pense que quand on a la tête dans le guidon et qu'on est engagé dans ces combats, des fois on n'a peut-être pas le temps de prendre le recul et de faire un bilan. Cette année qui s'est écoulée est le moment de faire le bilan. Je pense qu'il est important de rappeler toutes les avancées qui a pu être faites, notamment avec la sortie des hydrocarbures, notamment sur la question du glyphosate et les engagements, notamment l'engagement du président dans le cadre des accords de Paris vis-à-vis de Donald Trump. Donc je pense que c'est le bon moment également pour le rappeler et rappeler qu'il a derrière lui toute une force politique et également le soutien de l'opinion publique puisqu'il lui était vraiment favorable. C'est des petits pas, mais c'est effectivement l'action normale d'un politique. Il y a quand même eu des avancées majeures et notamment avec des sorties qui sont prévues, alors à une échéance certes qui peuvent paraître loin à notre échelle, mais qui nécessitent quand même un certain nombre d'actions de la part d'acteurs économiques et tout ça rentre dans l'accompagnement qui doit être fait. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a souhaité appeler son ministère, le ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous sommes dans la transition, donc dans l'accompagnement et ça nécessite effectivement d'avancer à petits pas aux côtés des partenaires. C'est une décision, Henri Landès, qui peut être utile pour la cause environnementale, ce départ, ou au contraire, est-ce que Nicolas Hulot n'aurait pas été plus utile au gouvernement pour tenter de faire avancer ces combats ? Selon Nicolas Hulot, il n'aurait pas été plus utile s'il était resté. C'est ce que vous avez constaté vous aussi ? Il nous le dira. Parce qu'effectivement, là, la réaction du gouvernement, elle peut être beaucoup plus positive comme elle peut être négative. Là, Nicolas Hulot, je pense qu'il envoie un message en disant « Je n'arrive plus à convaincre les personnes autour de moi qu'il faut augmenter l'ambition sur les mesures sur l'environnement. » Il dit les Français, il ne dit pas seulement les dirigeants, il dit les Français. Là où il a raison, c'est que l'écologie, c'est une science, c'est une fibre, ce n'est pas un domaine d'action. Il était ministre d'État, donc on peut dire qu'il y avait cette approche transversale qui est louable par rapport au quinquennat précédent. Et d'ailleurs, Jean-Louis Borloo et Brice Lalonde ont bien compris aussi cette transversalité que nous avions dans le passé. Cependant, aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas à la hauteur, tenant compte de la dégradation de la biodiversité et de ce qui se passe sur le climat. Malheureusement, étant franco-américain, j'ai honte de la position de Donald Trump et je ne pense pas qu'Emmanuel Macron est en train de l'influencer. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des ministres de la transition écologique, chacun dans leur ministère. Et que c'est comme ça qu'il faudrait organiser. On va y revenir en détail, mais vous, votre fondation, Good Planet, oui, elle est l'émanation directe d'un personnage, un peu comme Nicolas Hulot l'est lui-même, c'est Yann Arthus Bertrand, qui a plusieurs reprises, lui-même a parrainé des actions pour la défense du climat. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire quand même d'avoir de grandes figures comme Nicolas Hulot qui acceptent de s'associer au pouvoir ? Je pense qu'il faut toujours des grandes figures qui s'imprègnent des questions écologiques. Et si c'est d'autres grandes figures sur l'écologie qui influencent celles qui ne sont pas encore convaincues, eh bien tant mieux. Je suis aussi beaucoup plus favorable à ce que nous disions, c'est à chacun d'agir. Et c'est ça d'ailleurs qu'on essaye de faire à Good Planet. Et c'est ce que dit Yann Arthus Bertrand. C'est que si il y a une chose à faire suite à cette décision de Nicolas Hulot, c'est que chaque citoyen se dise il a quand même raison sur l'urgence du problème et nous devons tous faire un peu plus. Ça, c'est sûr. Après, il faut absolument que les responsables politiques continuent à être beaucoup plus à la hauteur. Et malheureusement, je sais qu'il y a eu cette décision sur le glyphosate qui pourrait revenir dans 3 ans. On va y revenir aussi. Il faut aller plus vite. Brice Lalonde, vous dites, c'est une décision justifiée parce que le verre était à moitié plein seulement et donc à moitié vide aussi. Non, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Pour moi, c'est une très grave erreur de Nicolas Hulot. C'est une très grave erreur parce que la planète a besoin de gens comme lui, et notamment au gouvernement, et notamment pour inspirer les chefs d'État, parce que le problème est d'abord international. Ce n'est pas la France qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt la Chine, les États-Unis, etc. Et on a besoin de leaders planétaires. On a besoin. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'il avait bien fait son boulot avec ses secrétaires d'État. Entre nous, soit dit, pour mettre en route une vraie transition, si on sait exactement ce que ça veut dire, il faut bien 1 an pour préparer les choses. Il faut 5 ans au moins pour un ministre pour vraiment changer les choses. Il a eu les marges de manœuvre pour le faire ? Ah, alors ça, il faut demander à ma collègue. Là. Mais vous connaissez. Ce sont des questions que vous connaissez. Oui. Vous avez pu observer ce qu'a fait Nicolas Hulot ou ce qu'il n'a pas pu faire. Alors, je pense que la grande difficulté vient du fait que, regardez, son ministère s'appelait quoi ? Transition écologique et solidaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait où on va ? Ça veut dire qu'on a une image de la société écologique de demain ? Non, on ne sait pas, justement. Et moi, je pense que le grand malentendu, il est là. On ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est sémantique uniquement ? Oui, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas par où il faut commencer. Je prends un exemple, si vous me permettez, un exemple contentieux, très difficile, qui est le nucléaire. Si vous voulez combattre le changement climatique,
Arrêtez de vouloir fermer les centrales nucléaires. On a besoin des centrales nucléaires au moins pendant un certain temps. Et donc, s'obstiner là-dessus, alors que le problème, c'est le pétrole, le charbon et le gaz naturel, c'est une erreur des écologistes tout entiers. L'enfouissement des déchets, l'investissement dans les centrales. Oh, mais il y a beaucoup de problèmes dans le nucléaire, c'est évident, c'est pas parfait. Le problème, c'est par quoi on commence. Si vous considérez que la priorité des priorités, et c'est ce que je pense, c'est le changement climatique, oui, alors il vous faut un vrai programme, il vous faut un plan, comment on appelle ça, un roadmap, oui, une feuille de route, etc. Le nucléaire, disent aussi ses contempteurs, c'est un moyen de maintenir une économie productiviste, puisque c'est de l'énergie perçue comme peu chère, finalement, hein, ici en France, et ça nourrit ces croissances qui, elles, produisent des gaz carboniques. Prenons un exemple. Les climatiseurs. Vous croyez que les Français vont accepter pendant très longtemps de travailler dans des conditions épouvantables sans avoir des climatiseurs? Et les climatiseurs, ça consomme quoi, à votre avis? Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on ait un vrai plan et qu'on sache ce qu'on veut faire, par où on commence et quelles sont les priorités. Et je crois que Nicolas Hulot, qui est un type qui est tellement habité par la défense de l'environnement, lui-même, il était embarrassé par chaque petite vague, chaque petit problème, chaque petit dossier, et il se noyait un peu là-dedans. Vous dites, Brice Lalonde, la France, finalement, est plutôt un bon élève. La question est mondiale. Or, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, elles ont augmenté en 2016 et en 2017. Quand on regarde les émissions de voitures neuves, elles repartent à la hausse. On va peut-être voir, en France, hein, on va peut-être voir également le graphique. En effet, et moi, j'étais en désaccord avec beaucoup de choses. Est-ce que vous savez, par exemple, que la réglementation thermique des bâtiments oblige tous les bâtiments neufs à passer au gaz naturel et pas à l'électricité, pour des raisons idéologiques. Donc il y a des tas de choses comme ça. Donc c'est bien la preuve que Nicolas Hulot n'a pas permis d'infléchir les choses autant qu'il l'aurait voulu, ou qu'il eût été souhaitable. Mais... Il a... En un an, en un an, vous arrivez, vous n'avez jamais fait de politique, vous arrivez à un ministère gigantesque. Attendez, il fallait lui laisser le temps. Je pense. Alors là, c'est LREM. Entre nous, soit dit. Malheureusement, déjà sur le nucléaire, il y a aussi la question du vieillissement des centrales. Donc, malheureusement, il ne pouvait pas non plus rester immobile sur le nucléaire. Et je crois que c'est le fait que la décision qui a été prise dans le quinquennat précédent a été changée. Et c'est encore une fois cette question de l'écologie qui n'est pas encore irréversible. On va peut-être écouter juste Karim Adeli, qui est avec nous en direct de Bruxelles. Ce report de l'échéance décidé par le gouvernement précédent de 2025 pour la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'énergie. Est-ce une décision que vous avez comprise? Non, on ne l'a pas comprise, mais la question du nucléaire, il faut montrer à quel point c'est un gouffre financier. Ça fait combien d'années qu'on déverse des milliards sur des nouveaux EPR, etc., sans régler la question? Je vais vous dire, on a une échéance à atteindre, c'était 2020, de faire 23% d'énergie renouvelable. Vous ne pensez pas que ces milliards auraient dû être investis dans les énergies renouvelables? Parce que vous savez quoi? La bataille du climat, c'est aussi la bataille de l'emploi. Si on investit dans les énergies renouvelables, ça crée de l'emploi. Et vous savez quoi? C'est non délocalisable, donc ça fait vivre notre territoire. Le terrain avait été préparé par le précédent gouvernement auquel participait Europe Écologie Les Verts. Oui, mais le problème de fond, je peux vous le dire, et M. Brice Lalonde, que j'entends, ça fait combien d'années qu'on tire la sonnette d'alarme? Même Brice Lalonde a tiré à son époque l'alarme. On les prenait pour des utopistes. On l'a pris pour ministre, hein, c'était sous Michel Rocard à l'époque. Mais ça fait 40 ans depuis la... Oui. Et voilà, et ça fait combien de temps qu'on dit attention le réchauffement climatique, attention la perte de biodiversité. Les gouvernements passent et cette cause qu'est l'écologie n'est jamais une priorité. C'est un gadget, c'est un chapitre dans un programme ou pire encore, c'est même pas évoqué. Donc maintenant ça suffit parce que monsieur Brice Lalonde le sait très bien, on danse sur un volcan. Jean Jouzel nous dit il nous reste 3 ans. 3 ans pour essayer justement de faire en sorte que l'écologie, ce soit notre nouvelle opportunité de créer cette société qui est en mouvement. Parce que vous savez quoi? Il y a plein de gens sur nos territoires qui créent, qui partagent, qui inventent. Mais la sortie du nucléaire, était-ce un combat écologique qui valait la peine d'être mené? C'est la question que vient de poser Brice Lalonde lorsqu'on regarde par exemple les conséquences que ça a pu avoir en matière d'émissions en Allemagne. Oui. Alors justement,
lorsqu'on sait que derrière le nucléaire, il y a la question justement d'une dangerosité, est-ce qu'on va attendre des Fukushima en Europe ou même en France pour se dire « Ah, on ne savait pas si on le sait ». On sait que les critères sont là. On a des anciennes centrales qu'on ne peut plus maintenir, qui se fissurent. Il y a des risques humains. Donc maintenant, il faut aller dans le bon sens. On ne va pas mettre de l'argent public sur des choses qui ne fonctionnent plus. Et aujourd'hui, il faut investir dans les énergies renouvelables. C'est gagnant pour l'emploi, c'est gagnant pour le climat et en même temps, c'est gagnant pour le bien-être des populations sans risque. La deuxième chose qui est importante, c'est comment on relance un problème qu'on ne... Moi, je le dis, moi, je suis la présidente de la commission de transport. Et vous savez, j'ai une grande peur sur la troisième maladie du XXIe siècle, qui est la pollution de l'air. Tout à l'heure, on a parlé des énergies fossiles. Et M. Brice Lalonde dit, mais c'était quoi la feuille de route ? Mais Nicolas Hulot a lancé une feuille de route sur le climat. Il a même dit... Sur la sortie des véhicules à essence et du diesel et la fiscalité du diesel, Nicolas Hulot a pris des mesures. Oui. Karima Delli. Oui. Excellente. Oui, il a pris des mesures. Il a pris des mesures. Le vrai problème de fond, c'est que ces recettes qui montent jusqu'à aujourd'hui 39 milliards d'euros, aujourd'hui ne sont pas versées justement vers une nouvelle mobilité propre. Pire encore, on a encore nos camions sur les routes. Ça suffit. C'est la raison pour laquelle l'Europe, notamment ma commission, a décidé de mettre en place une euro de redevance pour faire que les camions aillent sur le fluvial et sur le train. Parce que c'est moins justement de pollution. On va laisser Olga Givernet. Pas une société où lorsqu'il fait beau, on dise les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, restent à la maison parce qu'il y a des pics de pollution. Olga Givernet va vous répondre peut-être sur cette question-là précisément. Et ce qui a été fait par le gouvernement en la matière, puisqu'on vient de l'entendre, ce que vient de dire Karima Delli, c'est que, aussi bien en matière du nucléaire, renoncer finalement à cet objectif de sortie nucléaire. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le gouvernement y a renoncé ? Et puis, pour ce qui est de la qualité de l'air. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises au niveau de Fessenheim pour une question de risque et de sécurité. Je pense que le nucléaire... L'arrêt du réacteur fixé à 2020. Pour le reste, c'est vrai que le calendrier est assez flou. Sur le calendrier et le nombre d'ailleurs de réacteurs. Il y a, à mon avis, comme on pouvait dire, un besoin de s'engager justement vers de la recherche et des études pour élargir notre panel de production d'énergie. Les énergies renouvelables, bien évidemment, et il y a des discussions en ce sens. Et il y a également la question du nucléaire. Moi, j'aimerais revenir sur le programme qui a été fait pour l'élection présidentielle. À l'intérieur de ce programme, il y avait des engagements environnementaux qui ont été pris et nous sommes en train de les mettre en place. Alors, si vous le voulez bien, on va y reprendre dans un instant justement avec ce qui a été fait et ce qui manque au bilan de l'ex-ministre maintenant de la Transition écologique et solidaire. Dans un instant, ce sera dans la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous. Retour au débat de France 24. Il a donc démissionné. C'est l'annonce fracassante du jour. Personne ne s'y attendait. Il aurait même caché ses intentions jusqu'à sa propre femme. C'est dire effectivement si Nicolas Hulot a beaucoup réfléchi, mûrement en tout cas, jusqu'à donc cette annonce chez nos confrères de France Inter dans la matinée. Le ministre de la Transition écologique, ex-ministre donc désormais, qui impute notamment sa décision à une réunion. Elle a eu lieu hier à l'Élysée entre le dirigeant, le président de la Fédération nationale des chasseurs et le chef de l'État en présence du lobbyiste Thierry Coste. Écoutez ce qu'en disait ce matin Nicolas Hulot. Il faut aussi de la patience. Il est parti, sans doute trop impatient d'avoir des résultats. Et c'est normal que le ministre de l'écologie s'affronte au ministre de l'Agriculture ou s'affronte à d'autres ministres. C'est dans la logique même. Et après, il obtient des arbitrages du président de la République ou du Premier ministre. Donc voilà, je trouve dommage, parce qu'on avait bien travaillé. Sur la chasse, il était au courant de tout et il a validé la réforme devant le président de la République, avec le président de la République. Donc on va être obligé de recommencer. Pour moi, c'est un gâchis.
Voilà, c'était non pas, vous l'avez compris, Nicolas Hulot, mais Thierry Coste qui réagissait justement à sa mise en cause par l'ex-ministre ce matin à la radio. On dira un mot dans un instant de cette réunion parce qu'elle est intéressante effectivement. Peut-être, on va revenir d'abord avec vous, Olga Givernet, puisqu'on l'évoquait à la fin de la première partie de ce débat, sur ce qu'a fait ou pas fait Nicolas Hulot. Il lui a reproché notamment un point très clair, c'est sur le glyphosate dont il n'a pas pu imposer dans la loi sur l'alimentation l'interdiction donc de cet herbicide présent notamment dans le Roundup de Monsanto et classé depuis 2015 comme probablement cancérogène par l'Agence mondiale de la santé. Ça a été perçu comme une défaite face au lobby agricole, une défaite due aussi à votre groupe, les députés La République En Marche, qui ont rejeté un amendement pourtant publiquement soutenu par le ministre qui visait à inscrire dans la loi cette interdiction du glyphosate. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité aujourd'hui ? Je ne crois pas du tout que ce soit une défaite qui soit faite. Je crois même que la France, en fait, a été précurseur auprès de l'Europe. L'Europe était partie pour 15 ans sur le glyphosate, pour renouveler au bout de 15 ans. Nous sommes passés à 5 ans. Et d'ailleurs, nous avons Madame la députée européenne qui est ici, et dont la responsabilité du glyphosate incombe au niveau de l'Europe. Nous sommes passés à 5 ans pour revenir sur le débat. Nous annonçons 3 ans. 3 ans pour accompagner justement les agriculteurs vers une transition qui permettra d'avoir des solutions alternatives. Parce que dans 3 ans, nous pourrons revenir, et même dans 5 ans au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne, nous pourrons revenir en disant voilà le travail que nous avons fait et voilà, nous sommes précurseurs, nous sommes modèles, comme sur beaucoup d'autres sujets au niveau de l'international. Donc il n'y a pas d'échec du tout, il y a une feuille de route qui était prévue par... Il y a des pressions aussi dans le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a pesé contre l'interdiction du glyphosate. Parce qu'il y avait un processus qui était fait et que le processus ne passait pas au travers de la loi. Un mot peut-être rapidement, et je vous donnerai la parole à Henri Landès, mais puisque vous évoquiez la députée européenne, Karima Delli, vous sentez, vous, une responsabilité dans le fait effectivement qu'en Europe, on ait maintenu l'autorisation pour 5 ans du glyphosate ? Alors, je n'incombe pas l'ensemble de la responsabilité, notamment de la Commission européenne. Je ne suis pas encore commissaire européenne, excusez-moi. Juste pour vous dire que le Parlement européen, lui, avait voté contre, justement, le renouvellement de ce glyphosate. Et Nicolas Hulot avait, c'est vrai, tapé du poing sur la table pour dire non, il ne fallait pas renouveler. Maintenant, la question, elle est, il faut arrêter le double langage. Lorsqu'on a que l'interdiction du glyphosate est le grand absent d'une loi sur l'alimentation et l'agriculture, parce que M. Travers, qui a écouté notamment le lobby de la FNSEA, qui ne comprend toujours pas que les premières victimes du glyphosate, ce sont les agriculteurs, et que là, on démantèle justement une loi. Pourquoi ? Parce que le fait de dire on ne l'inscrit pas et d'une main et d'une autre main, on multiplie les dérogations, et bien voilà, c'est ce qui manque aussi, notamment à ce gouvernement, c'est de la cohérence politique. Et lorsque Nicolas Hulot dit je ne vais plus me mentir à moi-même, je pense que le gouvernement et ainsi que les députés de La République En Marche doivent aussi se dire il ne faut plus qu'on se mente à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de cohérence politique, on affaiblit la décision politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on affaiblit le politique en général. Donc maintenant, il faut grandir de cette affaire et vraiment tirer toutes les responsabilités des uns et des autres. Henri Landès, sur les perturbateurs endocriniens, déjà, le gouvernement avait, après des mois d'opposition de ses prédécesseurs, voté finalement, c'était le 4 juillet 2017, pour une définition jugée à l'époque laxiste et inefficace par la communauté scientifique, un texte de toute manière rejeté par la suite par le Parlement européen. Sur ces différents exemples, diriez-vous aujourd'hui, comme on a pu le lire, que ce gouvernement est sensible au lobby ? Oui, tous les gouvernements sont sensibles au lobby malheureusement depuis des décennies. Ce gouvernement fait des choses pour la transition écologique. Là, Nicolas Hulot n'estimait pas que ça allait assez vite. Je lui fais confiance dans le sens où il est au milieu de ce débat avec les lobbies tout autour de lui. Ainsi, la question n'est pas est-ce que la transition écologique est en train de se faire, c'est plutôt elle n'est pas en train de se faire assez vite. Et c'est pour ça que nous avons des débats assez houleux sur qu'est-ce qu'il faut faire plus vite, sur quoi il faut commencer. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que là, Nicolas Hulot, il a quand même raison sur une chose, c'est que nous ne sommes pas encore à la hauteur. Pas juste la France, nombreux pays. Mais la France pourrait l'être. Il pourrait l'être dans le sens où on pourrait arrêter plus rapidement des projets qui sont néfastes. Il ne faut pas juste
accélérer les bonnes initiatives, parce que les projets néfastes peuvent être de très grande ampleur et elles peuvent être prises, les décisions, par quelques personnes et aller très vite et ça peut annuler une Sur le glyphosate, par exemple, on peut l'imposer aux partenaires européens. On peut aller beaucoup plus vite sur le glyphosate, absolument. Il faut se rappeler, regardez, quand le ministre de l'écologie, tel que nous avons défini ce rôle depuis des décennies, il est chargé de créer les conditions pour que la planète reste habitable. Donc, si le ministre de l'écologie et partout dans le monde, les ministres de l'écologie sont en train de ne pas réussir, il faut se rappeler que le travail de tous les autres ministres ne sert à rien. Et nous ne prenons pas ce recul suffisamment. Alors peut-être que Nicolas Hulot, il n'a pas pris suffisamment de recul. Peut-être, c'est seulement lui qui le sait. Mais je pense que ce qu'il a eu du mal à faire, c'est d'infuser sur tout le gouvernement cette idée que l'urgence écologique est prioritaire sur le terrain. Il faut convaincre les partenaires européens. Oui, absolument, les partenaires européens doivent être impliqués. Mais parce que ce que disent les agriculteurs français, c'est que la décision unilatérale sur le glyphosate les met en situation d'infériorité dans la concurrence avec leurs partenaires européens dans un espace ouvert. Nous ne sommes pas en train de créer les conditions économiques et sociales favorables pour l'ensemble du secteur agricole aujourd'hui. C'est clair. Ce n'est pas la priorité, il faut l'assumer. Il faut assumer que la priorité, c'est que transition écologique veut aussi dire une façon de vivre beaucoup plus heureuse pour autant les agriculteurs que pour les consommateurs. Brice Lalonde, on a compris effectivement, Nicolas Hulot ce matin, qu'il avait cherché effectivement à pousser cet intérêt avant celui du monde agricole, qu'il n'avait pas obtenu satisfaction. On sait aussi que c'est le rôle d'un Premier ministre et d'un président d'arbitrer. Comment vous comprenez, vous, ces rapports de force ? Est-ce que sur le cas du glyphosate, il a obtenu le mieux qu'il pouvait, Nicolas Hulot ? Je pense qu'il a bien travaillé, parce que le problème du glyphosate, c'est qu'il fallait convaincre 28 ministres de l'Agriculture, y compris le français. Donc c'était quand même difficile. Hein. Exactement. Et il a réussi, et donc la commission était pour 10 ans, ou je ne sais quoi, Nicolas Hulot était pour 3 ans, et c'est passé à 5 ans. C'est quand même un compromis. Moi, je trouve ça remarquable. Cela dit, je considère que LREM n'a pas fait suffisamment son job pour aider Nicolas Hulot. Excusez-moi de le dire franchement devant vous, parce que quand vous êtes ministre d'une transition, vous avez une ambition inouïe. Vous avez besoin de l'aide d'un groupe parlementaire, d'un parti politique. Or, à LREM, vous avez dit il se démerde tout seul parce qu'il c'est Nicolas Hulot, il va y arriver tout seul. Et vous n'avez pas senti sa solitude. Et donc là, il fallait l'aider. Si je prends l'exemple du glyphosate. Il dit qu'il n'avait pas de troupes. Hein, il y a 150 000 produits chimiques sur le marché européen. 150 000, dont certains sont beaucoup plus dangereux que le glyphosate. Et donc, ce que LREM aurait dû faire avec Nicolas Hulot, c'est une initiative pour... regardez. Pour lister tous ces produits ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement ? Parce qu'on a une législation qui regarde les produits avant qu'ils soient mis sur le marché. Mais qu'est-ce qu'il y a déjà dans l'environnement, dans l'eau, dans le sous-sol, dans les tissus des êtres vivants ? Mais sur les perturbateurs endocriniens, vous estimez que le gouvernement a baissé Kazakh d'une certaine manière ? Je pense qu'il s'en est remis à la Commission européenne. Ils n'ont pas considéré que c'était une priorité. Le gouvernement n'a pas considéré que la lutte contre la pollution chimique était une priorité. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc, si vous voulez, à quoi ça sert un parti politique ? Ça prendre des initiatives. Et dans le domaine de l'environnement, il fallait faire plus. Voilà. Alors, Olga Givernet, c'est vrai qu'on s'en souvient, Emmanuel Macron l'avait déclaré juste après la décision de Donald Trump de sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. À l'époque, on s'en souvient, immédiatement, il avait pris la parole en anglais pour adresser ce message aux autres nations du monde, « Make our planet great again ». La France prenait le leadership à l'époque en organisant quelques mois plus tard le One Planet Summit. C'était en décembre, en présence de une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement et une centaine de grands acteurs internationaux. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Est-ce que vous ne craignez pas que le départ de Nicolas Hulot fasse s'effondrer cet édifice ? Alors, je ne le crains pas et je ne pense pas que nous le craignions au niveau de la majorité. Il y a tout un groupe majoritaire, nous sommes plus de 300 députés de la majorité à soutenir tout un programme au niveau en termes d'écologie et d'environnement. Il n'y aura pas, bien évidemment, d'écroulement. On a le bilan qui a été fait, je voulais parler tout à l'heure également de la suppression des centrales à charbon qui est annoncée en tout cas pour 2022. Et donc nous continuons d'avancer. Il faut savoir qu'il y a un travail parlementaire qui se fait également en termes de fiscalité écologique et des réflexions qui sont faites pour justement faire de l'incitatif, mais également se dégager des moyens pour pouvoir investir dans la question écologique et environnementale. Nous avons un groupe de travail qui est à l'issue du glyphosate qui a été créé par le ministère, auquel les parlementaires vont être associés. Donc je pense que nous ne sommes pas sur le devant de la scène constamment sur le sujet, mais il ne faut pas renier tout le travail qui est fait d'ailleurs au niveau de la commission, puisqu'il y a une commission sur le développement durable à l'Assemblée nationale.
Henri Landès, pour vous, est-ce que quelque chose a changé avec ce départ de Nicolas Hulot ou est-ce qu'au contraire, vous considérez-vous depuis longtemps, ou vous considériez déjà à l'époque de ce sommet climat, sommet informel à Paris en décembre dernier, qu'il s'agissait avant tout de communication ? J'étais persuadé que le One Planet Summit était une initiative très intéressante parce que ça disait la finance et les acteurs financiers doivent s'engager. L'idée, c'était comment financer l'accord de Paris sur le climat. Mais je n'ai pas vraiment entendu financer la transition écologique dans la prise de parole par le Premier ministre récemment sur la loi de finances. Et c'est ça que j'attends. C'est-à-dire que tout le reste soit réorienté vers ça. Et quand on parle de création d'emplois, qu'on ne parle pas d'emploi tout azimut, qu'on dise emploi dans la transition écologique et solidaire. Il faut maintenant vraiment concentrer les moyens financiers vers ce but. Et je suis désolé de peut-être avoir l'air d'être peut-être dogmatique, mais là aujourd'hui, il n'y a plus. Si la planète n'est pas vivable pour les êtres humains, tout le reste sert à rien. Donc, il n'y a pas de ministre de l'économie. Il y a le ministre, il y a le ministère de la transition écologique de l'économie. C'est comme ça dorénavant. Il y a le ministère de la transition agricole. Transition écologique de l'agriculture. C'est là où Nicolas Hulot s'est frustré. C'était le but de la démarche. C'était le but de la démarche d'Hulot ce matin, de provoquer cette prise de conscience. Est-ce que vous pensez qu'il va y parvenir? Est-ce que son départ va permettre d'infléchir les choses, d'après vous? Je pense qu'il n'y a que ça qui convaincrait les citoyens qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus engagé sur l'écologie que l'image qu'il va avoir aujourd'hui. Malheureusement, il y a un risque effectivement que Nicolas Hulot ait affaibli l'image de l'action du gouvernement sur l'écologie. Et on peut débattre de toutes les mesures qui ont été prises. Je ne prends pas jugement là tout de suite. Je pense qu'il n'a pas été quand même suffisamment ambitieux. Mais Nicolas Hulot, il faut que la réaction de sa démission, justement, soit positive. Et pour moi, la seule façon de le faire, c'est de dire peut-être c'est plus un ministre de l'écologie qu'il faut, c'est des ministres de l'écologie partout dans le gouvernement. Et certainement pas baisser le rang du ministre de l'écologie s'il le maintient, parce que ce n'est plus Nicolas Hulot. Qui était déjà deuxième, qui était déjà derrière le ministre de l'Intérieur dans le dernier gouvernement. Moi, ce que je trouve préoccupant, c'est qu'il y a chez les écologistes en général, mes copains écologistes, il y a cette tendance à se lamenter tout le temps. On ne peut rien faire, c'est une catastrophe, il y a des lobbies. Enfin, attendez, c'est pas vrai. C'est incroyable le changement qu'il y a eu depuis 20 ans ou 30 ans dans le monde de l'écologie. Incroyable, c'est partout. L'écologisation qu'il appelle de ses voeux est en train de se faire. Oui, mais est-ce que ce n'est pas en retard du changement climatique dont lui-même, on a vu les effets durant l'été? Parce que le changement climatique est la priorité des priorités et le logiciel écologiste, malheureusement, date encore des années 70 en se trompant d'adversaire. L'adversaire numéro 1, c'est le pétrole. Et regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez le gaz, regardez pourquoi est-ce que Trump veut absolument isoler l'Iran? Parce que c'est le fournisseur de gaz. Il voudrait que ce soit le gaz américain à la place du gaz iranien, etc. Tout ça, c'est là. C'est la preuve que le pétrole est en train déjà de mourir. Le logiciel des années 70, j'étais pas né, premièrement. Mais je suis d'accord qu'il ne faut plus se lamenter. Et si Nicolas Hulot se lamente, et c'est cela que tu critiques, ça, c'est un débat à avoir. Mais la réalité, c'est que la prise de conscience c'est pas encore transformé dans des actes suffisamment. Henri Landès, on va laisser parler quelques instants Karim Adeli, parce que je crois que le faisceau va bientôt couper avec Bruxelles, autant vous dire les choses franchement. On s'attend, Karim Adeli, vous espérez, vous, Karim Adeli, un geste du gouvernement. Qu'attendez-vous exactement pour rester en ligne, justement, avec ce Make Our Planet Great Again et ce sommet de Paris de l'année dernière? Alors, je ne suis pas trop d'accord avec Brice Lalonde lorsqu'il dit « Oh là, les écologistes ont été des catastrophistes, etc. » Aujourd'hui, il y a une bonne chose, c'est que la société écolo est en mouvement. Les citoyens aiment l'écologie. Ils trient leurs déchets, ils font attention à leur alimentation, ils font attention à leur électricité, etc. Il y a un mouvement de fond qui est encore un peu invisible, mais la société écolo est en mouvement. Maintenant, ce qu'on attend, c'est des actes courageux. Les actes courageux, c'est arrêter tous les grands projets inutiles qui détruisent la planète et qui ne servent absolument à rien. Les contournements d'autoroutes, ça suffit. Maintenant, qu'est-ce qui est... Mais oui, voilà, c'était une bonne prise de position de dire non, Notre-Dame-des-Landes, ça ne sert à rien. Il faut arrêter d'être dans le vieux monde. Le monde de demain, c'est un monde qui est bas carbone, c'est-à-dire qu'on va encourager tout ce qui est propre, la mobilité propre, faire en sorte qu'on utilise un peu moins sa voiture, parce que vous savez quoi, 50% des citoyens utilisent leur voiture pour faire juste 3 ou 4 kilomètres. Il y a des alternatives. Et de montrer qu'il faut aussi changer de modèle. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être sur un modèle qui a la course à la croissance, au profit, etc. Non, le modèle de demain, c'est la convivialité,
pardon, c'est la solidarité, mais c'est surtout aussi l'humilité. Et donc tout ça, c'est en train de se faire. Mais maintenant, ce que ce gouvernement doit faire, c'est très simple. Il faut réorienter intelligemment les investissements. Et sur ces investissements, moi, j'attends, en tant que présidente de la commission transport, un véritable investissement sur un plan vélo, un véritable investissement sur notamment le fait que demain, on relance le fret ferroviaire. J'attends aussi réellement qu'on dise qu'un grand plan pesticides se met en œuvre. C'est quand même dingue, ces questions de pesticides. Vous l'avez rappelé, Brice Lalonde, tout à l'heure. Il y a un cocktail chimique incroyable sur nos territoires. Mais depuis le Grenelle de l'environnement, on promet chaque année moins 50% de pesticides. Et vous savez quoi? Le dernier rapport du ministère de l'Agriculture dit qu'en France, l'utilisation des pesticides, c'est encore plus de 12%. Donc on utilise plus de 50% et encore 12%. Donc derrière, c'est aussi dans l'alimentation des citoyens. Donc moi, j'appelle à un réveil des consciences, j'appelle à un réveil aussi d'action et de manière concrète, parce que les belles idées, on n'en manque pas ni en France et ni en Europe. Merci Karima Delli avec nous en direct de Bruxelles. Olga Givernet, on le voit, et d'ailleurs Brice Lalonde le disait, on entend des propos assez semblables finalement des uns et des autres. C'est essentiellement une question de curseur et de rythme face au changement climatique qui, lui, n'attend pas, qui ne ralentit pas. Beaucoup d'experts disent qu'on a déjà basculé, qu'on est passé dans une nouvelle phase irréversible dorénavant. Qu'entend faire le gouvernement? Est-ce que vous comptez, est-ce que vous pensez, vous en tant que membre de la majorité, que le président de la République et le Premier ministre poseront un acte fort, à commencer par le nom ou la personnalité appelée à remplacer Nicolas Hulot? Est-ce qu'il faut personnalité connue des Français qui incarne quelque chose? Alors, vous l'avez évoqué, il y a une question de temps et je pense que c'est là où vient la frustration et la réaction de Nicolas Hulot, c'est qu'à un moment donné, on dit on ne va pas assez vite, on voudrait tout faire. Mais bien évidemment, quand vous êtes au pouvoir et que vous avez des décisions à prendre, il y a des priorités. Et donc, dans les priorités qui ont été prises, on ne va pas revenir sur l'ensemble des éléments, mais on parlait tout à l'heure des produits phytosanitaires. Il y a eu encore des interdictions de nouveaux produits phytosanitaires qui ont été faits. Donc, nous avançons et dans le bon sens. Donc vous dites que la majorité travaille? La majorité travaille, bien évidemment, et nous progressons, bien évidemment. Chaque étape est un point majeur. Il y aura une annonce qui sera faite par le gouvernement et le président sur les décisions qu'ils prendront. C'est bien évidemment pas entre mes mains, donc je laisserai le faire. Je souhaite tout de même rappeler que nous avons une feuille de route, nous avons un engagement sur cette question. Quand on parle de biodiversité, est-ce que c'était le moment, et c'est le moment qu'a choisi d'ailleurs Nicolas Hulot, de baisser par exemple le coût du permis de chasse, de diviser par 2 le coût du permis de chasse pour démocratiser ce que certains considèrent comme un loisir? Alors, le permis de chasse, il y a quand même une mission de service public auprès des chasseurs, justement, pour garder un certain nombre d'espèces. Il y a des débats entre les écologistes sur le nouvelle sujet. Gestion adaptative des espèces chassables, voilà. C'est ça. Et donc, il y a un besoin aussi d'avoir une activité. Qui va compenser la baisse du prix du permis? Alors là, on passe de 400 à 200 euros. Ce sont les agences de l'eau. Ça sera pris sur l'argent de l'eau. Je peux simplement terminer par rapport aux chasseurs. Et je pense que ce point a cristallisé au niveau de Nicolas Hulot. On va revenir sur le sujet. Est-ce que c'est simplement le trigger qui a généré tout ceci, ou il y a réellement un débat qui doit être posé? Vous comprenez que ce soit perçu comme une mesure électoraliste de satisfaction d'un lobby au détriment de l'intérêt général? Alors, comme on disait, les lobbies ou les défenseurs d'intérêts, nous en voyons tous les jours. Nous en voyons au niveau des associations, au niveau des défenseurs des animaux, au niveau de l'économie et de l'industrie. Le but est de pouvoir entendre tout le monde et après d'avoir un arbitrage qui est fait et qui semble cohérent. Ici, il y a eu un arbitrage qui a été fait. Pour moi, il me semble cohérent. Il a été fait en réflexion. Je ne pense pas que c'est céder à un tel ou tel lobby. C'est de trouver un équilibre dans les mesures qui sont prises. Merci Olga Givernet. Merci également à Henri Landès et à Brice Lalonde d'avoir bien voulu participer à ce débat, et Karima Delli qui était-elle avec nous en direct de Bruxelles. Voilà.